Et le grand oral continue et pour cette suite, nous allons traverser l'Atlantique et retrouver Amanda Stairs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ou plutôt bonjour, parce qu'au moment où on enregistre ce grand oral, eh bien, vous démarrez votre journée de l'autre côté de l'Atlantique. Alors c'est un plaisir de vous recevoir pour parler de votre nouveau roman, au titre qui se remarque, en tout cas qui ne s'oublie pas. Hein. C'est le titre le plus court de la littérature, peut-être, je ne sais pas, il s'appelle « C'est votre roman ». Est-ce que c'est vraiment le titre le plus court qu'on ait pu inventer ? Je pense que Dino Buzzati avait déjà fait K, qui a eu quelques lettres, mais en tout cas c'est sans doute un des plus mystérieux. Oui. Mais effectivement, c'est une typographie totalement nouvelle pour l'édition Grasset qui publie donc votre roman. Alors, en quelques mots, pour planter le décor, il s'ouvre ce roman dans un climat de rupture. Hein. Depuis le massacre du 7 octobre 2023, le monde de Gilles change radicalement. Il ne reconnaît plus sa femme Rebecca, qui est une éditrice juive parisienne, alors que surgit un mystérieux champignon au plafond de leur chambre à coucher, une sorte de symbole troublant sur lequel évidemment on va revenir. Gilles se réfugie dans une liaison clandestine avec une certaine Capucine, auprès de laquelle il ressent un sentiment d'appartenance et qu'il emmène dans des meetings aux orientations politiques plutôt marquées à l'extrême droite. Alors dans votre livre, il y a une galerie de personnages, un rabbin séduisant, un avocat provocateur, une influenceuse pro-israélienne, une écrivaine intersectionnelle et surtout aussi une France traversée par les questions identitaires, religion, communauté, genre, sexe, qui semble, au fond, cette France recouverte de moisissures. Alors, on va parler de toutes les significations et des sens cachés de votre roman, qui est un peu quand même comme un jeu de piste, en fait. Mais tout d'abord, une processus une question vis-à-vis plutôt du processus de création. Comment une situation aussi réelle, aussi envahissante dans les vies, dans nos vies de beaucoup d'individus, de familles, depuis le 7 octobre 2023, comment ça prend la forme d'un roman avec des évolutions, évidemment, qu'on ne va pas dévoiler ici, mais inspirées du réel? C'est une habitude chez vous de regarder le réel et d'en faire un roman? Je regarde souvent l'intime pour en faire un roman, mais il est rare que l'histoire immédiate soit le décor de mes livres et que je revisite immédiatement ce qu'on est en train de vivre. Mais j'ai eu le sentiment que c'était nécessaire parce que les choses allaient extrêmement vite, parce que la vérité est maintenant très dure à trouver, même dans les médias. On n'a plus confiance dans une forme de journalisme traditionnel. On a vu le New York Times titrer des informations mensongères, des journaux qui avant étaient en tout cas solides dans leurs informations, même s'il pouvait y avoir un biais dans leur interprétation. On commençait à diffuser des fake news et j'ai eu le sentiment que c'était le rôle de la littérature de rétablir certaines vérités et il a fallu que je le fasse d'une manière digeste, d'une manière littéraire. Et donc j'ai dû mettre tout ça dans un shaker. Je suis pas essayiste, je donne pas de réponse. En revanche, c'est une sorte de radiographie de la société actuelle, de la société française et en écho aussi de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Parce qu'en lisant votre livre, je me suis rappelé au fond ce que disait aussi Edmond de Charleroux, un ancien prix Goncourt, qui a très longtemps disait au fond la base de la littérature, c'est le journalisme. Mais en fait, là ce que vous nous dites, c'est que la littérature doit venir corriger le journalisme, la fiction doit venir corriger la vérité que l'on ne trouve plus. Corriger, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, j'ai l'impression que je laisse ce livre comme une petite pierre pour retrouver son chemin quand dans quelques années, on se demandera qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là. Donc, il y a un mélange d'informations. Ça reste digeste, je l'espère. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de recherches et de travail pour que ce soit exact. En revanche, c'est toujours articulé de manière assez amusante. Il y a beaucoup de dialogues dans ce livre, beaucoup plus que dans mes romans précédents. C'était presque déjà mon travail de scénariste. Et donc, il se lit très facilement. Et je pense que c'est un livre qu'on peut offrir à des gens qui sont perdus dans cette actualité. Et comme ce que je dénonce dans le livre et souvent la polarisation du débat, on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de médias qui sont déjà préorientés.
on arrive sur un plateau et on attend de nous de défendre des idées préconçues, comme il y a aux États-Unis avec Fox News par exemple, où on sait que voilà, les gens qui vont passer sur Fox News sont déjà pro-Trump, sont déjà convaincus, et les spectateurs aussi. Donc l'étrangeté de la chose, c'est de se dire il y a plus de vrai débat. Moi, je me suis retrouvée sur des plateaux de télé en France avec 6 personnes autour d'une table qui pensent la même chose. Ça a l'air d'être une table ronde, et en réalité, c'est des gens d'accord entre eux, qui sont regardés par des gens qui sont d'accord avec eux. Et on voit bien que c'est le problème qu'il y a d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Les algorithmes nourrissent vos croyances, ou alors vous excitent avec des croyances totalement à l'opposé pour vraiment polariser le débat. Et c'est vraiment le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est comment on retrouve le nous, et comment ce couple qui incarne une France, un monde qui va mal et qui se retrouve à penser de manière extrême, c'est plus elle et lui, mais c'est nous, et comment on retrouve ce nous. Alors effectivement, des tables rondes aux tables fermées ou aux bulles fermées, hein, c'est ce que l'on comprend. En lisant le livre, on a quand même le sentiment que vous avez mis des centaines de caméras virtuelles, hein, dans tous les dîners et les rencontres depuis le 7 octobre, parce que au fond, tous ces traumatismes, ces silences gênés, ces lâchetés que beaucoup ont ressenti, en particulier au sein de l'intelligentsia française, hein, au sein du système élitaire, comme on dit, vous l'avez ressenti comment et comment vous l'expliquez? C'est malheureusement pour ça que mon titre est mystérieux, parce que l'antisémitisme est impossible à nommer. Le mal est parfois complexe et impossible à comprendre. Si c'était rationnel, on pourrait se battre avec des armes rationnelles et opposer des faits qui protégeraient en grande partie la communauté juive de France. Mais on voit bien que c'est irrationnel, que cette haine ne repose sur rien, comme ça l'a été au fil des siècles. Et il faut évidemment laisser des traces, démonter ses croyances, et en même temps accepter cette folie-là qui se reproduit et qui est assez troublante pour un observateur, pour un auteur. Moi, j'ai quelque chose d'assez, enfin, je suis pas très optimiste, quoi, d'assez pessimiste sur la haine qui va prendre une forme ou une autre. Et cette haine, elle pénètre dans cette faille sociale qui est là depuis longtemps, et ça, c'est l'antisémitisme. Ça pourrait être autre chose, et d'ailleurs c'est aussi autre chose, puisque on voit bien cette montée des extrêmes, et la haine a besoin de s'incarner quelque part. Alors effectivement, cette faille va s'immiscer très loin, parce que vous mettez en fait en scène aussi une rupture plus violente qui a pu être connue, qu'on a pu entendre plusieurs fois, hein, que celle au fond du social qui devient plus compliquée, ou des relations extérieures qui deviennent plus compliquées, parce que cette rupture survient aussi au sein d'un couple dit mixte, hein. Le mari de Rebecca n'est pas juif, Gilles n'est pas juif, et cette fracture du 7 octobre va aussi provoquer un autre séisme, c'est l'attirance vers un discours plus national porté par le RN de Gilles, qui va fréquenter les meetings du RN avec sa maîtresse. Et là, les enjeux deviennent beaucoup plus politiques. En fait, ce qui a été compliqué post-7 octobre, c'est que quelque chose qui avait déjà été commencé par le wokisme, que moi j'ai vraiment vu naître en Californie et pousser, grandir comme un champignon, il y avait cette idée que les gens devaient se reconnaître entre eux, être assignés à des groupes qui les représentaient. Donc que ce soit des groupes qui, selon leurs préférences sexuelles, selon leur genre, selon leur religion, selon leurs origines. Et au lieu de, justement, comme ils voulaient le faire, prôner la différence et l'acceptation, ça a renfermé les gens. Et post-7 octobre, mon personnage de Rebecca est assigné à son identité juive, elle qui est enfant de rescapé, qui est très progressiste, très ouverte sur le monde extérieur. Religieuse, elle est spirituelle, mais elle est jusque maintenant, elle pensait qu'il y avait d'autres choses qui la représentaient plus. Pour elle, elle est d'abord une éditrice, elle est d'abord de gauche, elle est une féministe, et puis soudain, ces identités-là
elle en est privée parce que les féministes soudain ne reconnaissent pas les viols des femmes post-7 octobre, parce que la gauche ne veut plus d'elle, qui est une sioniste. À partir de là, c'est plus possible pour elle de faire partie de ce en quoi elle croyait. Et donc, elle se retrouve à avoir de moins en moins d'amis, de moins en moins de gens d'accord avec elle. Et son propre mari, qui lui en a marre de parler du 7 octobre, on a marre d'être qu'avec des amis juifs, commence voilà, à s'éloigner et à la tromper non seulement physiquement, mais comme vous le disiez aussi moralement, puisqu'il glisse vers ces meetings de Jordan Bardella avec sa maîtresse. Et c'est là où justement vous avez aussi, je décèle aussi dans votre démarche une volonté politique, en tout cas un discours politique, parce que vous vous placez à rebours du discours ambiant. Il y a un discours ambiant depuis le 7 octobre qui veut dire, notamment en France, que l'extrême droite est en fait la mieux placée pour comprendre et manifester de l'empathie à l'égard des Juifs de France. Vous vous dites attention, vous, en fait le contraire, vous dites attention, c'est un leurre. Moi, je dis une haine en vaut une autre. Je dis que le rôle, si on doit décider que le peuple juif a une parole à porter, c'est en tout cas, à mon sens, celle de l'humanisme. Et parce que nous avons été victimes de la haine, nous ne pouvons pas, parce que ça nous arrive à nouveau, autoriser une autre haine. Toutes les partis qui travaillent sur ces ressorts-là finiront par nous tuer aussi. Je pense que ce qui est très très difficile aujourd'hui, c'est que le centre a été détruit, que les Juifs de France ne peuvent plus se tourner vers Emmanuel Macron, et donc on me dit ok, mais où? Évidemment, j'ai pas de réponse à ça. Il y a très peu de gens qui me rassurent politiquement. Mais c'est pas pour ça que je veux prôner de sombrer vers une extrême droite qui a des ressorts qui vont à l'inverse total de mes croyances humanistes, et qui en plus de ça sont quand même pour beaucoup encore historiquement antisémites. Et c'est là qu'intervient justement, alors la métaphore est évidemment extrêmement présente dans votre livre d'une moisissure qui est en train de grandir, enfin qui se manifeste à partir du plafond du couple, Gilles et Rebecca, qui devient vraiment une obsession et qui devient au fond là, une métaphore de tout ce malaise, une moisissure peut-être de la collectivité, du collectif français, peut-être des individus que vous mettez en scène. D'où est venue cette idée du champignon ? C'est toujours mystérieux comment ça vient, mais je sais que quand j'ai trouvé ça, c'est arrivé, un de mes amis a eu un champignon qui a poussé chez lui, et je me suis dit, oh, c'est incroyable, et c'est tellement littéraire, et c'est venu de ça. Mais bon, pour arriver entre une anecdote du quotidien et en faire un roman, il y a beaucoup de... Voilà, il y a un grand écart, mais j'ai toujours été très kafkaïenne, j'ai toujours aimé placer une pointe de surnaturel dans des récits très réalistes, et j'ai pensé que pour que ce livre soit différent des autres, et pour justement que ce soit pas un livre, c'est pas un livre de journaliste, c'est un roman, c'est de la littérature, il fallait un élément qui... En fait, on vit tellement dans un monde où tout est surnaturel, c'est-à-dire que, je sais pas, on regarde les informations, on a l'impression que c'est un épisode de South Park, tout est absurde, aberrant, extrêmement drôle si c'était pas si grave, mais parfois on est obligé d'en rire, et c'est ce que je fais beaucoup dans le livre, on rit beaucoup, qu'il fallait un élément supplémentaire pour que vraiment on touche à quelque chose de surnaturel. Et ce champignon, qui n'est pas nommé par Gilles et Rebecca parce qu'il leur fait peur, il est comme Dieu dans la religion juive qu'on ne nomme pas. C'est évidemment l'inverse de Dieu, c'est le diable qu'on ne nomme pas non plus. Et c'est dans cette polarité à nouveau, c'est un livre sur l'impossibilité du centre, que je fais marcher ce ressort de champignon, ce ressort de romancière. Et c'est vrai que ce ressort romanesque que vous mettez en scène à travers vos personnages et à travers effectivement ce champignon, c'est à la fois une portée historique, collective, la souffrance individuelle. On a un mélange public-privé évidemment très très présent dans votre livre. C'est ce qui fait au fond pour vous, ce qui marque la souffrance d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'éruption des dérèglements extérieurs qui viennent percuter les vies intérieures. C'est pour vous la marque de ce nouveau siècle
qui est avec beaucoup de souffrance mentale, par exemple, dans beaucoup de sociétés modernes. C'est ça pour vous qui raconte ce premier quart du XXIe siècle? En tout cas, la puissance des réseaux sociaux et leur atrocité, c'est que ça, comme un champignon, c'est une intoxication, ça a pénétré le quotidien de tout le monde. Et donc, dans l'infiltration de ce mal, en fait, il y a cette chose où les informations sont là non-stop. Avant, on regardait les informations, on en parlait éventuellement à table et puis on continuait notre vie. Mais là, on a bien vu que c'était tout le temps, qu'on recevait des informations en permanence, qu'il fallait qu'elles soient traitées, qu'il fallait qu'elles soient arbitrées dans la seconde. Donc, il n'y a plus de place pour la nuance, il n'y a plus le temps qu'il faut pour réfléchir, pour savoir si une information est exacte. C'est vraiment... ça s'est infiltré partout dans la société. Et en ça, il y a vraiment cette métaphore-là de ces sports qui sont en train de partir partout. Et aussi la violence qu'il y a sur ces réseaux sociaux. Moi, avec ce livre, je vous rassure, je me fais insulter de toutes parts. Donc apparemment, j'ai mis d'accord pour une fois les électeurs de LFI. C'est fédérateur. Ils sont tous d'accord pour dire que le livre est détestable, sans l'avoir lu, je vous rassure. Mais si je cédais à cette idée d'être en permanence sur les réseaux sociaux, ou les moments où on est faible, où on est seul, en fait, il y a une sorte de mélange entre cette vie privée et cette vie publique dont on parlait, cette vie sociale, et cette idée que toutes les voix comptent de manière égale, et que tout le monde est spécialiste soudain du Proche-Orient comme du Covid, comme on l'est sur un match de football. Il y a des moments où c'est amusant, d'autres moins, et tout le monde n'a pas la même capacité à parler d'un conflit ou d'une maladie. En fait, il faut arrêter en tout cas, le communisme sur les réseaux sociaux est extrêmement dangereux. Oui, alors effectivement, on ne va pas non plus, une fois de plus, entrer dans toutes les actions, les évolutions de vos personnages qui parfois prennent des chemins extrêmement surprenants. Et c'est vrai que les dialogues sont foisonnants, ils sont très tendus, ils sont polarisés et racontent aussi, au fond, ce que vous disiez, c'est cette mort de la nuance, l'impossibilité d'avoir un discours nuancé, l'idéologie a remplacé la connaissance, on est dans la pulsion en permanence et l'émotion en permanence. C'est aujourd'hui, pour vous, je dirais, vous avez fait ce roman, mais vous avez le sentiment que c'est une nouvelle encre dans laquelle vous allez maintenant tremper régulièrement votre plume, parce que c'est ce qu'il faut raconter pour le dénoncer? Pas forcément, mais j'ai fait, à travers ma carrière, j'ai alterné entre des livres qui pouvaient être assez politiques, comme était mon second livre, Chicken Street, qui parlait de l'Afghanistan, enfin qui était en Afghanistan, et qui parlait aussi de l'intervention américaine en Afghanistan. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui beaucoup des retombées de ce dont je parlais à l'époque. J'ai parlé des armes aux États-Unis dans une sorte de roman qui était entre un roman et un essai qui s'appelait Les érections américaines. Donc ma carrière est un peu jalonnée de commentaires sociaux, je vais dire. Souvent dans mes livres, il y a ça en arrière-plan, mais c'est pas comme si je décidais que j'allais m'emparer d'un genre pour toujours. Ce qui est sûr, c'est que ce roman, dont on parle, les droits viennent d'être achetés pour le cinéma, donc je vais encore explorer ce sujet un peu plus longtemps. Mais le prochain roman sera un roman beaucoup plus moins politisé, on va dire. Un peu plus solaire, peut-être. C'est vrai qu'il y a un moment aussi dans le Café suspendu où vous racontez à Naples comment il y a une possibilité de solidarité, une possibilité de pouvoir penser aux autres même si on ne les connaît pas. Pour revenir à votre roman, à ce roman présent, personne ne sort indemne, hein, parce que au fond, vous stigmatisez depuis tout à l'heure les Juifs victimes de l'antisémitisme, mais vous aussi vous les brocardez quand même pas mal. Ils en prennent quand même plein la figure, notamment quand vous dites c'est votre personnage, c'est le personnage masculin qui en parle, mais vous dites ces Juifs qui ont peur au volant de leurs grandes et belles voitures, grosses et belles voitures, au fond comme si seulement les Israéliens ou les Palestiniens avaient le droit de ressentir ces peurs-là. Pourquoi vous avez eu le sentiment qu'il fallait aussi pointer un entre-soi qu'à bien des égards vous décrivez comme étant insupportable?
le personnage pense ça et quelques minutes après, un autre personnage vient lui dire tu sais, je rentre dans cette grosse et belle voiture, mais mon grand-père en avait une aussi avant d'être déporté. Donc, je suis obligée d'explorer tout ce que les gens peuvent penser, clichés compris, surtout clichés antisémites compris, pour pouvoir les démonter ou parfois aussi faire de l'autodérision, parce que personne n'est un saint dans aucune histoire. Donc, pour moi, le travail d'un romancier, c'est un travail d'empathie. Je me moque d'aucun de mes personnages. C'est sûrement ce qui rend le livre parfois un peu glaçant, parce que si tout le monde était une caricature, ce serait plus simple. Mais en fait, dans aucun oui, chacun a sa logique interne, c'est vrai. Tout le monde pense qu'il est du bon côté de l'histoire, tout le monde pense qu'il vote bien. Et pour pouvoir me poser des questions sur les autres, il fallait que j'en m'en pose aussi sur moi-même, sur ma façon de voir le monde. Et donc, parfois, j'écris des choses qui me mettent aussi mal à l'aise, puisqu'on a tous nos limites. Donc, à chaque fois que je tire un fil, j'essaye de comprendre ce qui se passe dans le raisonnement d'un personnage, pourquoi la peur l'emmène là, pourquoi une forme de bien-pensance l'emmène là. Et c'est ce qui fait qu'on pourra réouvrir le dialogue, c'est se dire, OK, on est tous capables de rire un peu de nous, et on peut essayer de retrouver un centre que quand on a cette habilité à se dire qu'on ne détient pas tous la vérité, que peut-être il y a des choses à remettre en question. Mais pourtant, avec le pessimisme que vous évoquiez tout à l'heure, vous avez le sentiment que la société française peut être capable de faire cette mutation, cette évolution. On est à 2 ans d'une élection présidentielle que beaucoup décrivent comme cruciale, peut-être dramatique. Qu'est-ce que vous avez senti et ce que vous voulez mettre en lumière avec ce livre, c'est aussi une France en plein déni ou en pleine dérive. Si j'avais voulu changer profondément, j'aurais fait de la politique. La littérature, c'est souvent des prémonitions ou des constats. Et malheureusement, je constate la même chose que les sondages, donc je vois pas je vois pas d'alternative à une extrême droite et en fait, les extrêmes s'alimentent. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Hein. Ils sont en train de céder les uns les autres. Et le centre est délité, donc souvent c'est des reproductions de schémas historiques et il va falloir aller à la catastrophe pour éventuellement renaître de cendres. Mais on voit bien que c'est dans le monde entier. On voit bien que quelqu'un comme Mamdani, dont vous parliez tout à l'heure, ne pouvait pas être élu s'il n'y avait pas eu Trump avant. C'est-à-dire que ce sont des épouvantails qui soudain s'autorisent à ouvrir la porte à des gens qui sont aussi caricaturaux qu'eux dans l'extrême inverse. Et c'est ça, on est tombé dans ce système très marketing en fait. Tout est marketé, tout est descriptible en un tweet, en 3 minutes. Et quand on peut décrire des idées de manière aussi réductrice, alors on est en danger. Et pourtant, vous dites tout est marketé, et pourtant, vous avez justement précédé ma question, parce que, puisque vous vous trouvez aux États-Unis, c'est quand même évidemment quelque chose qu'on ne peut pas ne pas aborder, cette élection à New York, nouveau maire de New York. Elle vient quand même de loin, je dirais. Elle vient symboliser un changement d'air. On a le sentiment que New York a rejoint le Sud global. Que ce que pouvait représenter New York dans l'histoire, aujourd'hui, change totalement de statut et va avoir de nouveaux symboles. Comment vous le vivez? Comment c'est vécu en ce moment? Vraiment comme, en fait, ce candidat qui est anti-Trump, en fait, c'est pour ça qu'il est élu, parce qu'il y a une forme de rejet de ce que Trump peut représenter. Et sans voir qu'on est dans un piège qui est tout aussi, voire encore plus terrifiant. Donc on va voir ce qu'il fait, de Parce ce que quand on est pouvoir-là. anti-Trump, on est forcément pro-palestinien. C'est un peu, on a le sentiment que c'est un package. En fait, je pense que on peut pas réduire Mamdani à seulement ça. Je pense que ça fait partie de ce que
ce qui a été mis en avant, mais la plupart des gens s'en fichent un peu en fait de ce conflit à cette France, il échelle. est présenté que comme ça, c'est-à-dire qu'on le dit Oui, bah, ils sont en train pro-palestinien. d'élire, c'est vrai, il l'est, mais ils sont en train d'élire un maire pour leur ville et en fait, il promet de bloquer les prix des loyers, il promet des aides qui sont d'ailleurs quasi impossibles à réaliser, mais en fait, ils ont élu quelqu'un qui était plus anti-système, anti-capitaliste dans une ville où il y a des disparités énormes. Donc, il y a cette tentative de peut-être que d'aller plus à gauche, les gens vont vivre mieux. Et c'est voilà, c'est le piège de l'ultra-capitalisme qui se referme sur lui-même. Alors on verra effectivement. Merci beaucoup Amanda Aster. On verra si c'est champignons ou chaos. On verra comment ça pourra évoluer. En tout cas, merci d'avoir été avec nous au Grand Oral et à très bientôt.